Alors, nous continuons toujours dans les erreurs à ne surtout pas commettre lorsque l'on veut vendre à un prospect et on est à l'erreur numéro 4. Le problème que je vois souvent en fait, c'est ne pas identifier les problèmes et les challenges du prospect et faire une réponse standard. Alors ça peut être terrible, surtout dans la vente en fait d'affaires à valeur ajoutée, de produits à valeur ajoutée, la vente complexe, hein. Souvent la vente B2B ou même on le voit en magasin quand vous vous adressez à un vendeur qui est dans la surface de vente et qui répond à côté, qui comprend pas en fait que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré, et lui il argumente sur le prix, sur telle chose. Donc c'est vraiment essentiel d'écouter le client au départ, mais aussi de montrer que vous avez bien compris, vous avez compris les challenges, ce qu'il veut, les expressions, ça c'est vraiment essentiel. Moi souvent je le note en fait sur un petit cahier ou sur mon ordinateur, et je me dis bah tiens il y a tel truc, tel exemple, et ça en fait ça fait que on peut dire bah voilà avec notre produit, notre solution, on pourra faire ça. Donc j'ai bien compris que vous aviez tel besoin. Bah, vous étiez par exemple là le fait que Monsieur Martin n'arrivait pas à faire ceci cela. Donc moi je vais vous proposer ça qui fasse ça, une solution qui fasse ça. Alors on a vu précédemment que c'est pas forcément tout de suite qu'il va falloir proposer la solution au problème, hein. Il y a toujours cette fameuse phase d'écoute, de reconnaissance du besoin, de la vérification et de la validation du problème. Mais en fait, ça va être vraiment intéressant quand vous allez proposer la solution la plus adaptée aux besoins du client. Ça, c'est vraiment très très important. Là aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà un peu de bouteille et ils ont déjà vu des clients qui leur demandent telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, ça répond à 80%, voire 90%, voire 100% des problématiques. Et bon, ils prennent pas le temps de rassurer, dire oui, ok, j'ai bien compris que c'était ça, ça, ça votre challenge. Ils les arrêtent, ils disent ok, d'accord, bon, tous nos clients ont les mêmes problèmes, je vais vous faire la réponse standard. Alors là, ça, c'est rien de pire de dire je vous fais la réponse standard ou le produit standard, oui, l'offre comme tout le monde qu'on fait à tous nos clients. Alors là, tout de suite, vous allez perdre le client qui va se dire ouais, non, mais attends, je pense qu'il n'a pas compris nos problèmes, nous on est vraiment spécifique. Alors, pourquoi c'est dû C'est tout simplement parce que bah, pour le client, pour lui, c'est la première fois qu'il a ce problème. C'est les premières fois qu'il est confronté. Et il ne sait pas que vous êtes un spécialiste qui est confronté tous les jours à des personnes qui ont ce même problème-là. Donc c'est véritablement important de vérifier que le client pense bien que vous avez bien géré ses spécificités, qu'il est bien unique. Donc le plan d'action il est simple, hein. Prenez toujours des notes lors d'un entretien avec un prospect, reprenez-les pour réaliser cette fameuse fiche de qualification qui reprend l'entreprise, le décideur, le budget, les besoins clés, et elle doit être remplie par le commercial pour chacun des dossiers importants sur lesquels il travaille. Ça permet de cadrer le projet, pour lui de même de réfléchir, et ensuite dans la proposition commerciale il pourra personnaliser avec bien sûr le minimum qui est le texte avec le nom de l'entreprise, les infos techniques, etc. Mais si possible quelques exemples. Là, vous allez vraiment cartonner parce que vous allez montrer au client que vous avez compris son problème. Alors l'erreur numéro 5 que je vois vraiment de manière très régulière, c'est pas avoir fait un travail de recherche en amont du rendez-vous. Je vois les commerciaux comme ça qui se présentent un peu comme des fleurs à un rendez-vous parce qu'ils disent oh non mais j'ai pas le temps, ce que je vais faire c'est que je vais faire une présentation standard. Le problème c'est que l'apparence compte. Euh, Entre une personne qui a préparé son rendez-vous et qui a personnalisé un petit peu sa maquette avec le nom de l'entreprise, avec les produits d'entreprise, c'est vraiment essentiel. La première impression ne marche qu'une seule fois. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et dans la vente, c'est encore plus vrai parce que quelque part, on a un facteur émotionnel qui est important. Il faut dès le départ montrer que vous avez pris en compte le dossier, que vous le prenez au sérieux, que vous venez pas en touriste comme ça, parce qu'en fait, vous serez shooté systématiquement. En fait, hein, si vous venez un petit peu comme un touriste, en disant bah alors je sais pas qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir, alors là c'est fini quoi. Il faut un petit peu cadrer les choses en disant bon alors j'ai bien compris vos problématiques, alors j'ai préparé un petit scénario. Bon je suis pas persuadé que ça corresponde tout à fait à ce que vous vouliez, néanmoins je pense que ça devrait rentrer un petit peu dans les problématiques que vous rencontrez. Si bien sûr il y a des suggestions, des choses que je ne dis pas ou que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas, voilà etc etc etc. Donc ça, cette première analyse permet de poser les bonnes questions. Et ça, c'est important de poser les bonnes questions parce que on peut très bien se flinguer en posant une mauvaise question ou tout simplement en posant une question à laquelle le client a déjà répondu ou a déjà fait un gros travail d'explication quelque temps auparavant. Ça, c'est vraiment important. Il faut éviter de se griller. Il faut réfléchir et tourner 7 fois la langue dans sa bouche
lorsque vous préparez des questions, mais c'est comme un peu dans un entretien d'embauche, hein. À la fin, attendez, bah, je vais préparer une série de questions, et là vous dites, ah ça on l'a vu, ça on l'a vu, je crois qu'on l'a vu, ou des choses comme ça. Il faut éviter d'avoir l'air d'un imbécile, hein, si possible, si vous avez un truc que vous avez mal compris ou vous n'êtes pas sûr. Alors, j'aimerais juste peut-être revenir sur ce point-là. Est-ce que vous pourriez me donner un petit exemple? Parce que voilà, je voudrais vraiment être sûr d'avoir bien compris votre problématique. Et vous dites pas, j'ai pas compris, mais je voudrais vraiment être sûr d'avoir très bien compris votre problématique. Donc voilà, vous devez vraiment anticiper tous ces besoins. Éventuellement, moi, ce que je fais également, qui est vraiment intéressant, c'est de présenter des références. C'est-à-dire que bah voilà, en introduction, bah, je vais vous présenter un cas client qui est dans votre secteur d'activité. Alors vous n'êtes même pas obligé de le nommer, hein, mais vous pouvez dire voilà, regardez, voilà quelques exemples de ce qu'on a fait pour tel client, tel client, tel client. Et là tout de suite, il va dire c'est bon, je connais quelqu'un qui maîtrise, je connais quelqu'un qui a déjà géré cette problématique, ça me soulage. Vous pouvez même donner des conseils en disant bah tiens, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous avez vérifié ça, 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 ça et ça? Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à faire, c'est essayer de rassurer les personnes en leur donnant en fait bah, des exemples de choses que vous avez déjà faites ou tout simplement en disant bah tiens voilà moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Alors, identifiez toujours les deux trois facteurs clés dans la signature d'un prospect, hein, d'un dossier, pour garder en fait en ligne de mire ces éléments clés. Parfois, le client bah, vous dira bah, moi ce qui m'intéresse, bah, je sais pas, c'est la sécurité ou moi ce qui m'intéresse c'est que le projet soit mis en place à telle date. Enfin, il faut véritablement noter toujours ce qui est vraiment clé dans le dossier. Il y a toujours quelques petits trucs comme ça. Le client, il vous le dit parfois très rapidement sur le coin d'une table où il vous le dit en fait en introduction, puis après il part dans le délire, il part sur des trucs dont il n'a pas forcément besoin, mais bon, parfois on discute et puis on rêve un petit peu, mais il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'il m'avait dit au départ, qu'est-ce qu'il voulait exactement, et là en fait grâce à ça vous allez pouvoir repartir sur le bon pied et repartir avec les bons argumentaires qui vont faire mouche, parce que parfois ben, si on se laisse un petit peu emporter par le client, il va vous dire ouais je veux une solution qui fait papa maman, et c'est pas forcément ce qu'il veut véritablement. Et souvent, c'est pas le prix, hein, c'est pas le prix qui est le plus important, mais c'est la valeur qu'on va apporter, les économies, etc., etc. Et ça, comme j'ai l'effet d'être détourné des objectifs principaux, ça arrive souvent quand on a des cycles de décision longs. On est souvent un peu détourné des besoins principaux au fil des présentations. On parle de telle chose, et puis ça dérive un peu. Puis il y a une partie du projet qui prend une masse folle parce qu'on a envoyé des informations, on a fait une maquette. Puis on oublie un petit peu ben, qu'est-ce que voulait le client. Et finalement, le client se dit bah non, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un peu trop important, etc., etc. Alors, penser qu'une web démo suffit toujours. Alors ça c'est le cauchemar en fait pour moi je pense qu'on rencontre assez souvent. C'est la web démo qui se termine un petit peu, qui remplace un petit peu la démonstration. Là je vous ai mis une petite vidéo qui est assez sympa, ça s'appelle Tyler and Tip. Ce sont des humoristes en fait américains qui racontent un petit peu la vie en fait d'une web conférence. Moi, à chaque fois, je connais un directeur commercial qui me dit ouais, j'en ai marre que à chaque fois qu'on fait une conférence téléphonique ou une conférence web conférence, on passe tout le temps 5 à 10 minutes à essayer de se connecter, à faire ceci, à faire cela. Et ça, c'est vrai que c'est toujours le cas. Quand on a une conférence téléphonique, à chaque fois qu'il y a un problème qui merde, il y a les numéros de téléphone qui passent pas, ou la deuxième personne qui est pas là. Enfin bref, donc ça c'est un peu l'horreur. Donc la conférence téléphonique d'une part, bah, il y a toujours des problèmes techniques, et d'autre part en fait le fait de ne pas se déplacer, c'est quelque part un manque de considération pour le client. Il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'il y a des outils de communication modernes comme les webconférences, le téléphone, la vidéo, qu'il faut uniquement utiliser ces outils qui sont très impersonnels. Au contraire, surtout dans la vente complexe en B2B, il faut mettre de l'humain dans les relations. Et la différence, moi je l'ai vu sur plusieurs dossiers qu'on a signés, c'est d'aller voir le client. Surtout si le client il habite loin, si le client il est en province, s'il est très loin de votre entreprise, bah, vous ferez autant plus la différence parce que vous aurez fait l'effort de vous déplacer, parce que vous aurez l'effort de venir et de vous intéresser au problème. Et là je dirais ah ouais oui, il s'implique, hein. Déjà ils auront le sentiment d'être redevables envers vous, c'est l'effet donc d'être redevable de la personne qui a fait un effort. Deuxième chose, bah, vous montrez que bah, le client il compte pour vous. Vous avez
client, plus l'effet écoute proximité qui vous permet de un petit peu mieux savoir comment ça se passe. Et bien sûr, vous prenez un avantage sur les autres parce que vous êtes capable d'engager, de donner quelque chose, de passer plus de temps et d'avoir plus de temps en fait avec le client. Voilà. Alors, en B2B, c'est vraiment vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais je vends une entreprise. Non, non, on ne vend pas une entreprise, on vend encore à des hommes. Et en fait, il y a du sentiment, il y a encore du relationnel, il y a un sentiment qui passe, il y a une relation de confiance qui passe, etc. etc. Et cetera. Et parfois, en fait, les gens disent ouais non mais moi j'ai acheté votre solution parce que j'avais plus confiance, j'aimais bien la qualité de service, j'aimais bien le conseil et l'accompagnement que vous alliez nous proposer. Or, si vous dites ouais nous on fait du conseil, on fait de l'accompagnement, on fait ceci et cela, mais qu'en fait vous prenez même pas le temps d'aller faire une présentation physique chez le client, alors là ça va pas. Et ça en fait, pour moi c'est le rôle du directeur commercial d'aller cadrer un petit peu ça et d'aller vérifier qu'est-ce qu'on a fait pour les dossiers et d'aller surveiller un petit peu ça, de pas être trop soumis à la tentation de la web démo à distance. Voilà. Alors, là aussi, quand vous faites des soutenances, bon, bien sûr, il ne faut pas être une armée mexicaine, mais montrer que vous êtes là, qu'il y a par exemple le DG, qu'il y a par exemple le chef de produit, etc., etc., ça montre un petit peu l'implication de votre entreprise dans le sujet là. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent, hein, il ne faut pas hésiter à se présenter, à aller voir et montrer que le dossier est important, qu'on y accorde du temps, qu'on y accorde de l'argent et regardez un petit peu hein, si vous êtes commerciaux, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois, combien en fait de rendez-vous physiques vous avez fait sur un dossier, combien en fait de rendez-vous aussi virtuels vous avez fait, et essayez d'analyser un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et souvent vous vous rendez compte que c'est le relationnel qui est plus important, et regardez un petit peu comment vous pourriez apporter plus de relationnel avec des prospects. Est-ce que c'est venir chez eux, est-ce que c'est leur faire un petit cadeau? On sait très bien que le petit goodies, le petit truc qui compte, la démo personnalisée ou un truc comme ça, permet d'aller faire un petit peu la différence face aux concurrents. C'est appeler au téléphone, inviter à déjeuner, envoyer une dernière information, etc., etc. Ou même féliciter sur des actus en fait qui arrivent dans l'entreprise. On ne s'arrête pas uniquement au fait que on a fait une chose pour le client. On peut très bien lui dire tiens bravo, j'ai vu que vous aviez une nomination, que vous aviez un déménagement, que vous venez de sortir un produit. Ça montre en fait qu'on s'intéresse à l'entreprise et à son client. Voilà. Alors, erreur numéro 7, c'est pas personnaliser votre présentation PowerPoint ou votre démo selon le client. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu précédemment, hein, parce que le client, à chaque fois, il pense que son besoin est unique, etc. etc. Et ben en fait, ça c'est vraiment essentiel, parce que souvent, comme je le disais, la problématique est nouvelle, importante pour le client, voire cruciale, et souvent, l'acheteur ou le chef de projet, lui, il a un peu une obligation de résultat. Si le projet se plante, alors là, attention, c'est lui qui va trinquer. Et donc, lui, il faut qu'il soit rassuré, et donc c'est important de prendre en compte son cas. Ça passe par la proposition, les questions, etc., etc., etc. Donc il y a des petites astuces comme ajouter le logo de l'entreprise ou le nom de l'entreprise dans vos PowerPoint, dans vos démos de présentation. Moi j'ai déjà fait une fois. C'est tout simplement j'avais fait une démonstration. C'était un gros client et j'avais mis vidéo de présentation pour telle entreprise et j'avais mis le logo de l'entreprise dans la vidéo. Alors dans le PowerPoint c'est relativement simple à faire, mais dans une vidéo c'est déjà beaucoup plus rare. Et là quand vous faites ça, les mecs se disent ah ouais, ils ont quand même fait un effort quoi. Hein, voilà. Bien sûr, ajouter des produits ou des noms de personnes dans les démonstrations. Bien sûr, l'utilisation des jargons de l'entreprise. Chaque entreprise a un petit peu ses tics de langage. Dans certaines entreprises, on dit oui, ça fait sens, on est en phase, etc., etc. Dans certaines entreprises, on utilise des termes anglais. Dans d'autres entreprises, on parlera pas de termes anglais. Dans certaines entreprises, le terme leads ne veut rien dire du tout. C'est un prospect, c'est une fiche. Alors si vous arrivez avec des termes anglo-saxons, ça peut un petit peu crisper les gens. Voilà. Donc utilisez les bons vocabulaires dans vos présentations. Alors le plan d'action il est simple, hein. Dans vos prochains rendez-vous commerciaux, notez les termes métiers, voir les tournures de phrases, la fait sens, amender un document et faites en sorte de pouvoir les utiliser. Voilà. Alors, l'erreur numéro 8 que je vois en fait souvent, c'est pas d'utiliser les 6 piliers en fait de la persuasion qui ont été définis par Robert Cialdini. Et un des piliers en fait, c'est d'offrir un petit cadeau. Parce qu'en fait, souvent avec tout ce qui est numérique, encore une fois, digitalisation des échanges, les commerciaux n'ont plus de plaquettes papier, ils n'ont plus rien à laisser chez les clients ou chez les prospects. Alors, ils viennent, ils disent bon merci, voilà, mais en fait, c'est important de laisser une petite trace de son passage. Déjà rien que pour être présent dans l'esprit des prospects. Parfois le prospect il va envoyer la plaquette à
à une autre personne. Alors s'il doit l'imprimer dans son imprimante, pas forcément en couleur, etc., etc., c'est pas aussi beau que de sortir une bonne fiche produit, même un A4 recto verso avec une bonne qualité, et offrir un petit cadeau, c'est-à-dire offrir un petit goodies, offrir un gadget, etc., etc. Ça permet de faire un petit peu la différence. Donc n'hésitez pas, faites produire des petits cadeaux que vous pourrez laisser à vos prospects, comme par exemple des clés USB ou des choses comme ça. Mais attention, hein, faites pas non plus un truc trop cheap. Si vous offrez par exemple un porte-clés, ça fera pas forcément très sens, et ça fera pas très intéressant. Voilà, vous venez à un rendez-vous pour un business qui va faire 10 000 euros, vous n'allez pas laisser un porte-clés, vous n'allez pas laisser une clé USB de 20 mégas, alors que maintenant on est plutôt à 4 gigas, quoi. Donc faites bien attention à avoir un bon cadeau. Alors, bien sûr, ça dépendra du client et de la taille du client. Par exemple, moi je sais que dans l'immobilier, il y a certaines personnes qui sont assez intéressantes, parce qu'en fait, elles réussissent en fait à créer une relation de connivence avec l'acheteur. Par exemple, il y a des agents immobiliers qui remettent un porte-clés en fait lors des visites en disant voilà, je vous offre un porte-clés en espérant que vous allez bientôt trouver la clé qui ira sur ce porte-clés, etc. Et sur le porte-clés, il y a un numéro de téléphone, etc. Donc là, ça donne du sens parce qu'en fait, c'est lié à l'immobilier. Voilà. Alors, l'erreur numéro 9, c'est vouloir présenter toutes les fonctionnalités du produit ou du service. Alors ça arrive souvent quand on a un vendeur qui est assez mature, ou alors qu'on a un commercial un petit peu débutant. C'est vraiment les deux extrêmes. On veut en montrer le plus possible pour se dire qui peut le plus, peut le moins. Même moi, je suis tombé dans ce piège-là. C'est essayer d'en montrer plus. Ah ouais, vous savez qu'on peut faire ça, puis on peut faire ci, on peut faire ça, etc., etc. Et là, en fait, parfois on peut faire peur au client. Parce qu'en fait, il va se dire ah ouais, mais votre produit il est vachement puissant, il est trop compliqué pour moi. Il se posait de mauvaises questions. Disons que ah ouais, votre produit il est pas mal, mais en fait là, d'après ce que je vois, il faudrait peut-être que j'en parle à mon service marketing, voire au service client. Ah je vais peut-être devoir voir ça, je vais en parler. Donc on repousse la date d'achat, on repousse la décision. Alors il faut véritablement revenir toujours aux priorités du prospect, lui montrer en fait la réponse à ces problématiques et lui donner un peu de perspective. Alors la perspective, c'est pas la même chose que montrer tout le produit. C'est dire, voilà, on a vu ensemble tout ce que vous aviez d'important. Je vais juste vous montrer en 2 secondes quelques petits trucs que vous allez pouvoir faire en plus et qui vont pouvoir vous faire gagner du temps. Regardez, il y a ça, ça, ça et ça. Et généralement, on va montrer des fonctionnalités un petit peu exclusives, un petit peu sympas de son produit. Voilà. Donc le plan d'action il est simple, lors de vos prochaines présentations, concentrez-vous sur les besoins principaux du client, c'est-à-dire celles émis lors de la présentation découverte, quand il vous a parlé de ses problèmes, dans le cahier des charges, et scriptez un peu, faites un petit script de démonstration avec ce que vous devez dire et ne pas dire surtout, et réservez uniquement à la fin cette petite partie teaser où vous allez montrer en fait les autres possibilités. Voilà. Alors l'erreur numéro 10, c'est de ne pas avoir un portefeuille d'affaires en cours suivi dans le CRM. Ça en fait c'est une erreur que l'on voit dans pas mal d'entreprises où les commerciaux n'ont pas encore pris le virage du numérique, hein. Ils gèrent encore tout avec leur cahier. J'en vois encore avec un gros cahier qui prennent des notes, qui relisent jamais, ou les cahiers qui sont perdus. Moi j'ai déjà vu ça. C'était je travaillais chez un éditeur et le commercial qui est venu nous voir a oublié son cahier. Ah, c'était vraiment génial parce qu'on a ouvert le cahier et on a trouvé toutes les informations sur les concurrents, les dossiers importants sur lesquels ils travaillaient, les remises, les prix, etc. Alors bon, c'est peut-être pas très éthique, mais on s'est vraiment régalé, quoi. Et bien sûr, on a appelé à la personne, on a dit tiens, vous avez oublié votre cahier. Et là, le mec il était super mal parce que forcément, il y avait tous ces petits secrets qui étaient dedans. Et nous, on en a un petit peu profité, mais vraiment, c'était vraiment là le truc à ne surtout pas faire. Donc ça, c'est un exemple qui est important de se dire, l'informatique permet là de gagner du temps parce qu'il permet de connaître son portefeuille d'affaires parce qu'au bout d'un moment on peut pas tout faire, on peut pas tout suivre. Il faut déléguer un petit peu de ces tâches non essentielles et pas tout mettre dans sa mémoire. Le CRM lui va permettre de gagner du temps, d'anticiper les actions, de faire des choix, faire du marketing automation, avoir les informations en situation de mobilité, prendre un rendez-vous tout de suite, etc., etc. Ça c'est vraiment intéressant. Ça permet de mettre vraiment sa prospection sur pilotage automatique, et ça permet un petit peu aussi de scripter. Parfois en fait dans un CRM on peut aussi se dire tiens j'ai telle chose, telle chose, telle chose à rentrer et ça permet de structurer sa démarche commerciale. Alors
Le plan d'action, il est simple, hein. Tester un CRM, il y a beaucoup de versions gratuites sur Internet. Sélectionnez celui qui convient le mieux à votre activité, puisqu'en fait, il faut savoir qu'un CRM doit véritablement vous aller comme un gant. Et je ne plaisante pas là-dessus parce que le CRM, c'est vraiment ce qui va devoir aller le mieux à votre activité. Si jamais en fait, vous avez un produit qui ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous allez retrouver un petit peu juste, un petit peu engoncé dans un carcan qui finalement ne va pas vous aller et vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner. Alors, un petit conseil quand même, si vous n'êtes pas habitué à avoir à avoir un CRM, vous aurez forcément une résistance au changement de la part des commerciaux, hein, surtout les commerciaux établis qui ont peur en fait qu'on va leur piquer leurs clients, alors que c'est les clients de l'entreprise. Ils ont peur de perdre un petit peu ce pouvoir, donc il faut leur montrer comment ça va les aider. Donc avec du marketing automation, un transfert automatique de lead ou l'analyse en fait des campagnes marketing. Vous dites voilà, c'est donnant-donnant. Le marketing te fournit des leads, mais en contrepartie, toi, tu vas devoir expliquer où tu as eu les leads pour savoir où on va en fait les répartir le budget marketing. Ça, c'est vraiment essentiel. Au départ aussi, il ne faut pas se mentir, hein, le CRM nécessite comme un travail important pour remplir en fait toutes les informations. Un CRM en fait c'est vraiment comme une base de données qu'on va remplir au départ. Au départ ça prend du temps, il ne faut pas se le cacher. Au départ c'est laborieux, mais bon au bout d'un moment en fait ça tire vraiment vers le haut l'organisation commerciale parce qu'on va plus bricoler, on va vraiment structurer. Voilà. Alors, l'erreur numéro 11, c'est parler du prix avant d'avoir eu le décideur en face de vous. Voilà, ça, c'est vraiment une erreur classique. On commence à discuter, et puis la personne vous dit ouais, c'est sympa, mais c'est un peu trop cher. Et donc, voilà, on discute avec le subordonné, et lui, en fait, il vous demande un prix, et puis vous baissez déjà un petit peu le prix. Puis après, le manager, il arrive et il dit bon, ok, voilà, c'est le prix, mais bon, moi, ça me va pas. Et là, en fait, vous vous retrouvez coincé parce que vous avez déjà fait la remise avant. D'ailleurs, moi j'utilise beaucoup cette technique de négociation, hein. Euh, c'est la technique de moi je veux bien, mais c'est mon boss qui veut pas. Donc souvent en fait c'est la phrase ah, j'aimerais bien commander votre produit, hein, mais mon manager il trouve le prix trop cher. Est-ce que vous pourriez pas faire un petit effort? Et donc là en fait on fait un premier effort et parfois en fait ça se concrétise après par un deuxième effort que cette fois c'est le manager qui dit non mais là c'est trop cher quoi. Donc c'est des techniques de vente qui fonctionnent relativement bien, donc faites vraiment attention à cela. Voilà. Donc c'est important d'identifier le décideur sur le projet et savoir qui va véritablement avoir le veto ou qui va donner l'accord sur le prix. Donc si vous avez un doute, la bonne technique c'est simple, hein, c'est dire voilà, j'aimerais savoir en fait qui inclut dans le processus d'achat, c'est qui va décider au final le choix du produit. Et là généralement les gens vous disent bah voilà, celui qui aura le mot final, c'est Toto. D'accord, ok, est-ce que je pourrais le rencontrer? Est-ce qu'on pourra discuter? J'aimerais bien lui présenter quelque chose. Je suis sûr qu'il serait intéressé par telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Alors, dans un autre ordre d'idée, évitez de vous concentrer aussi sur la personne qui est trop fan. Ça, en fait, c'est l'erreur que font souvent les commerciaux un petit peu optimistes. Vous avez un commercial qui est optimiste, qui se dit ouais, le chef de projet, je l'ai dans la poche, il adore la solution, ça va être top. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Cet avocat, ce fan en fait que vous avez chez vous, en fait, il est juste pas décideur, il est juste en consultatif et donc voilà, il va se passer un truc simple, c'est que c'est pas lui qui décide et il va pas mettre sa carrière en jeu ou son job parce qu'il vous aime bien et donc c'est le décideur qui va décider et donc c'est le décideur qui doit être convaincu. Donc faites attention à ça, à ne pas trop vous concentrer sur le fan, le mec qui est vraiment très content de votre produit et concentrez-vous vraiment à décider la personne qui a le dernier mot. Voilà. Donc il faut toujours identifier le circuit de décision. C'est simple, hein, vous mettez sur un papier ou sur votre CRM qui décide, quel chef de projet. Et là en fait vous savez en fait à qui vous devez envoyer un message, qui vous devez mettre en copie. Il suffit de regarder la structure des emails, hein. C'est toujours les mêmes structures d'emails dans les entreprises. Et parfois vous pouvez envoyer en copie un email au boss, surtout quand c'est quelque chose d'intéressant. Alors attention à ne pas mettre en porte-à-faux le client, hein. C'est pas non plus votre interlocuteur principal que vous allez
court-circuiter, hein, mais vous allez en fait parfois au bon moment, pour la bonne discount, pour le bon truc, vous allez dire tiens, je me permets de mettre en copie Monsieur Bidule parce que vous m'aviez indiqué qu'il était intéressé par ceci, cela. Donc vous trouvez un prétexte pour le mettre en copie, un prétexte qui est intéressant pour lui, et tac, vous le mettez en copie, et comme ça vous entrez en discussion. J'avais connu comme ça un commercial qui était vraiment excellent. Il était arrivé chez nous, j'avais un rendez-vous avec lui quand j'étais acheteur, et donc cette personne qui s'appelait Kurt, il était arrivé, et puis il me dit ouais tiens, je passe dans le coin, j'aimerais bien vous inviter à déjeuner. Bon, je dis bon ok d'accord, j'ai pas beaucoup de temps mais c'est bon. Et donc après, donc il était venu, et puis il était venu dans l'entreprise et il dit bah je vais passer, et puis ah bah est-ce que je pourrais voir vos locaux, et puis donc il arrive, et puis donc forcément on fait un petit tour, et puis ça c'est le DG et le bureau du DG, et puis il dit ah tiens salut bonjour, blablabla, il avait commencé à le tchatcher et à présenter les produits, etc., etc. Puis après il a été voir une autre personne qui était le responsable de la compta, enfin bref, donc le mec il avait réussi à se faire inviter et à entrer en contact avec tous les décideurs de l'entreprise, et finalement comme ça en se présentant un petit peu à l'arrache quoi, hein. Même certains commerciaux comme ça qui sont un petit peu rentre dedans, n'hésitent pas à un petit peu prendre contact avec tout le monde dans l'entreprise. Voire sur LinkedIn aussi, on peut le faire sur les médias sociaux. Alors là aussi, ce qui peut tuer une vente, c'est présenter des informations obsolètes, erronées ou bourrées de fautes, hein. Vraiment, ça c'est surtout vrai dans le service. Si vous présentez un PowerPoint avec des fautes, des erreurs, des chiffres qui datent de l'année dernière, ou un look qui est pas terrible, à ce moment-là vous envoyez vraiment une mauvaise image de votre entreprise. Moi je me souviendrai toujours d'un commercial qui travaillait dans mon entreprise, et donc en fait sa bagnole c'était vraiment la caverne d'Alibaba. C'était une voiture d'entreprise, hein, il l'utilisait à titre perso le week-end, et il y avait des bouteilles vides qui étaient par terre, il y avait de la terre, il y avait tout ça. Et en fait, bon, tant comment dire, on va pas inviter le client, ça va, mais là il avait invité deux trois fois des clients, et c'était sa voiture c'était vraiment une poubelle. Donc voilà l'image que ça donnait de l'entreprise. Et à l'extérieur quand il sortait les échantillons et tout ça, il y avait une planche de surf, il y avait tout un bordel. Je me disais mais c'est pas possible, tu peux pas montrer tout ça, il faut que ça soit un peu ordonné, un peu carré quoi. Quand on sort de la PLV pour le client, des boîtes ou des choses comme ça, il faut que ça soit bien rangé, pas que ce soit le bordel, que tu mets 3 heures à retrouver les choses quoi. Voilà. Donc il faut véritablement aussi faire un tour sur les outils d'aide à la vente, et vérifier s'ils sont à jour et s'ils n'ont pas été trop personnalisés. Parfois en fait moi j'ai vu des commerciaux avec des documents faits main, alors c'était vraiment du fait main, ils avaient pris des captures écran, ils avaient fait des trucs eux-mêmes, c'était un peu pourrave. Alors le but en fait c'est pas de sanctionner tout le monde, hein, mais c'est par contre de dire tiens s'il y a des bonnes idées on les reprend, on les met en standard, parce que autrement ça donne pas un bon look, c'est pas homogène, il n'y a pas le bon discours, etc., etc. Donc faites toujours relire vos documents par une autre personne pour vérifier qu'il n'y a pas de double sens, de jargon, et faites un petit audit en interne des outils utilisés et comment vous pourriez les améliorer. Et là en fait vous faites un tour avec les commerciaux de l'équipe en disant bah tiens c'est peut-être le moment de revoir les outils. Est-ce que tu penses qu'il faudrait pas avoir quelque chose? Est-ce que vous avez optimisé les présentations, etc., etc. Voilà. Alors, l'erreur numéro 13, c'est penser que le client dit toujours la vérité, et dit toujours ce qu'il pense. Alors ça, c'est vraiment typique de certains clients. Un prospect peut vous mentir sans le vouloir. En fait, parfois quand il dit voilà, on a un projet, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, en fait, il est un petit peu dans le rêve, et il distingue pas parfois les vrais problèmes urgents et importants qui comptent véritablement dans la décision d'achat, et ce qui est vraiment essentiel, le cœur du problème, hein. Il faut certes vendre du rêve, mais identifier clairement le nœud du problème, pour pas présenter une offre commerciale disproportionnée. Parfois en fait il vaut mieux proposer des offres à tiroir ou avec des options quand vous doutez que oh là là, le client il n'a pas forcément un gros budget, ou ça va pas passer, etc., etc. On fait une offre à tiroir, on propose voilà, il y a ça qui est essentiel, on fait ceci, et puis ensuite on passe à l'étape suivante. Donc ça c'est vraiment très important. Alors l'erreur numéro 14, c'est pas quantifier les bénéfices que vont apporter votre solution. Alors ça c'est
c'est quelque chose qui est apparu vraiment il y a quelques années, enfin, on va dire il y a 5 à 10 ans, depuis 2008 hein, grosso modo, c'est que ben, les contextes économiques étant plus tendus, les budgets plus serrés, les concurrents plus importants, et puis surtout le choix du budget devient de plus en plus divers en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter votre produit, peut-être que le client ne va pas acheter votre produit du tout, il ne va pas acheter le produit du concurrent, mais il va acheter un autre truc. Moi je l'ai vu quand je travaillais dans le domaine du logiciel, je vendais des CRM, et en fait pour justifier le fait d'acheter un CRM, c'était compliqué parce qu'en fait le client se disait bah non, bah finalement on n'a pas acheté un CRM, on a décidé de recruter un stagiaire, ou on a décidé de recruter un nouveau commercial, ou finalement on a acheté un logiciel de trésor. En fait, il faut expliquer au client pourquoi c'est important que votre produit est véritablement le produit qui est le plus important, c'est le produit qu'il lui faut, et c'est ça véritablement qui va être en phase avec la stratégie et qui va être en phase avec les objectifs de l'entreprise. Donc il faut prouver la rentabilité à court terme, et si possible de manière quantifiable. C'est ça en fait souvent le problème, c'est que le client se dit oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais bon, oh, y a peut-être d'autres choses qui sont importantes. Et donc il faut montrer cette rentabilité, et il faut montrer que c'est en phase avec les objectifs globaux de l'entreprise. Ça c'est souvent vrai dans les grosses boîtes où en fait parfois on a des objectifs par exemple de satisfaction, de qualité de service, de déontologie, d'écologie, enfin bref, tout ce genre de trucs un peu à la mode, et ça peut être le petit truc en plus. Voilà. Donc le plan d'action il est simple, hein, créez déjà un petit fichier Excel qui vous permet de calculer avec des chiffres super simples le retour sur investissement de votre solution pour un prospect. Alors encore une fois, il faut éviter de tomber dans l'usine à gaz. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des usines à gaz Excel. Alors, je commence par faire un petit fichier, puis tout d'un coup, je dis ah ouais, mais j'ai oublié de ça. Il y a tel truc aussi en prenant en compte, ceci, cela. Et puis on se retrouve avec un fichier qui devient imbuvable, qui est jamais fini. Donc commencez par un truc simple, avec des hypothèses simples, et vous dites bah voilà, ça c'est un truc déjà de base. Ça vous permet déjà de vous prouver de manière super simple comment on peut gagner du temps, comment on peut gagner de l'argent. Souvent en fait dans le B2B et surtout dans la vente de solutions complexes, le plus compliqué c'est de rester simple et de montrer comment ça peut apporter des gains simples, rapides, efficaces dans l'entreprise. Voilà. L'erreur numéro 15, c'est de faire utiliser le produit par son client quand on a un produit complexe. Ça, c'est surtout vrai dans le B2B. Il y a beaucoup de clients qui sont un petit peu maintenant, qui se prennent pour des spécialistes à force d'utiliser des applications, des logiciels à titre personnel ou des solutions à titre personnel ou des produits, hein, même des machines ou des choses comme ça. En fait, ils se disent, mais de toute façon, tout est simple. Or, en fait, quand on a des produits un petit peu complexes, des produits évolués, si on met directement le produit dans les mains du client, bam, et qu'il a une mauvaise expérience, alors là, vous prenez le mur parce que le client se dit, ah, finalement, c'est compliqué, c'était pas simple. Donc, vraiment, il faut faire ça uniquement quand vous êtes sûr que ça va bien se passer. Parce que c'est vrai qu'il y a la technique qui est de faire mettre en main le produit par le client et le faire commencer à l'utiliser. Alors là, si vous réussissez à faire ça, bam, ça marche bien. Par exemple, dans les apps mobiles, si vous commencez un petit peu vous faites une petite présentation et rapidement, vous prenez l'application mobile, vous la mettez dans les mains du client, le client il commence à faire joujou, il réussit à faire trois quatre trucs, il se dit ah ouais, c'est vachement simple. Donc là, c'est vraiment efficace parce qu'il n'y a pas besoin de démontrer. Par exemple, quand on vend des bagnoles, c'est la même chose. Un vendeur de voiture, il vous fera toujours essayer la voiture plutôt que discuter pendant des heures parce que c'est 100 fois plus efficace que 10 000 mots et des longs discours. Il ne pourra jamais faire la même sensation que par exemple si vous dit ah oui on a des sièges en cuir super confortables, vous verrez la sellerie cuir c'est vraiment génial, que d'aller dans la bagnole, vous installer dedans, sentir le cuir, l'odeur, etc., etc. Et là vous dites ah ouais c'est vrai que c'est vachement agréable. Surtout quand cette prise en main est super rapide et que la différence entre l'avant-après fait un véritable choc. Et ça c'est vrai aussi pour les bagnoles, hein, quand on a une vieille voiture, qu'on essaie une voiture moderne, et là après on doit retourner dans sa vieille bagnole, on se dit oh putain j'ai hâte d'avoir l'autre, ah l'autre était vachement sympa. Donc c'est véritablement essentiel si on peut le faire, c'est de faire tester le produit. En revanche, si votre produit est complexe, riche en fonctionnalités, il ne faut surtout pas utiliser le produit seul. Si vous devez faire ça, si le client vous dit absolument ouais moi je veux le tester, je veux être tout seul, je veux faire ci, je veux faire ça pour voir si je peux y arriver, etc. etc. Formez-le auparavant, accompagnez-le, proposez-lui une maquette personnalisée, un truc clé en main. Bref, il faut absolument réduire cette complexité et pas le laisser manipuler tout seul parce que là autrement, boum, c'est foutu quoi.
Alors donc le plan d'action il est simple, lors de votre prochain rendez-vous, emmenez avec vous un échantillon du produit ou laissez le client de manipuler si c'est simple. Voilà. Alors, l'autre point, c'est l'erreur numéro 16, faire un slideshow de 50 slides. Alors ça, en fait, ça c'est souvent les commerciaux qui manquent de confiance en eux, les commerciaux qui viennent de débuter, ou les commerciaux qui, tout simplement, manquent un peu de confiance. Alors ils font défiler les slides, les slides, les slides, pour être sûr de rien oublier. Et ça, c'est rien de pire, hein. Le client, il n'est pas là pour lire vos slides quand il est en rendez-vous, il est là pour vous équiper, vous écouter. Si jamais il devait lire des slides, enfin vous deviez lire des slides, autant les envoyer, hein, ça sert à rien de venir si c'est pour lire des slides. Il faut se concentrer sur quelques idées fortes, essayer de capter l'intérêt et surtout écouter le client et s'adapter. Vraiment, il ne faut pas se dire ok, je lis, je mets les slides et je mets tout le texte parce que comme ça je suis sûr de rien oublier. Non, il faut se dire voilà, j'ai 3-4 idées fortes qui sont vraiment essentielles et c'est celles-là que je vais expliquer. Et je les note sur un papier et je me dis bah tiens, il y a ça, ça, ça. Avant de préparer ma visite, il y a ces 3-4 là, 3-4 idées là qui sont essentielles et éventuellement le reste, bah, si j'oublie c'est pas grave, c'est que du bonus. Alors, rappelez-vous aussi que si vous venez un client en présentation, c'est pas pour lire un PowerPoint, mais vraiment pour écouter les besoins et les attentes, montrer votre expertise. Et souvent, ce qui marche bien, c'est des petites anecdotes, parler de clients, parler de cas pratiques. Tiens, je me souviens de ça, je me souviens de ci. Ça montre en fait votre expertise. Donc, mon conseil, c'est d'élaguer et réduisez le nombre de slides et de mots dans vos présentations. Hein, c'est vraiment essentiel. Ajoutez des gros visuels, si possible dans la thématique de votre prospect. Faites des photomontages, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Hein. Et préparez donc ces quelques anecdotes, les cas pratiques, des traits d'humour, hein, une histoire à raconter qui soit en phase avec le client. Mais n'en faites pas trop. Hein. Dites-vous que s'il y a un truc en trop, c'est qu'il faut le supprimer. Moi je dis toujours, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a trop de choses dans votre PowerPoint, vous dites ah tiens j'ai peut-être un peu trop de trucs, c'est qu'il y a trop de trucs. Vous supprimez directement les éléments qui n'ont rien à faire dans votre présentation. Voilà. Un autre point qui est là plutôt dans le domaine de la négociation, faire des concessions sans obtenir en contrepartie une concession du prospect. Ça c'est vraiment important parce qu'en fait si vous commencez pas à vous défendre et à essayer de répondre une négo par une autre négo, ben, vous allez vous faire bouffer. Donc par exemple si un client vous demande une contrepartie, une promotion par exemple, tiens une réduction de prix, alors vous devez dire bah ok dans ces cas-là bah, il me faut la commande avant telle date ou alors il me faut en fait des quantités plus importantes ou alors c'est uniquement si on prend le premium ou si on prend ceci, on prend cela. Il faut toujours faire une contrepartie parce que ça montre en fait que tout n'est pas gratuit et que vous allez en fait négocier un petit peu quoi. Hein. Autrement c'est tout de suite bon ok ben d'accord j'accepte et puis d'accord j'accepte etc etc etc. Alors la prochaine fois qu'un prospect vous demande une faveur, une remise, etc., n'oubliez pas de lui demander un petit geste commercial, même si ce n'est que du principe, même si ce n'est pas de la négo, ou c'est par exemple changer une date ou changer un délai, montrez en fait que vous menez la négociation. Voilà. Alors, l'erreur numéro 18, ça s'adresse souvent aux commerciaux qui sont débutants ou qui commencent dans une entreprise, c'est se dévaloriser en n'apparaissant pas comme le décideur. Là, en fait, c'est souvent les phrases, c'est il faudra que je vois ça avec mon chef. Ah, c'est pas moi qui décide. Ah, je ne peux rien faire, faut que je vois avec mon responsable. Tous ces trucs-là peuvent être utilisés pour des techniques de négociation, mais en fait, si, par exemple, là, vous savez que vous pouvez faire une remise, mais vous voulez que la personne achète, vous dire, bon, ok, je vais voir avec mon responsable et peut-être qu'il peut vous faire une remise de manière exceptionnelle. Généralement, le gars il part 5 minutes dans un bureau vide, il revient après et il dit ouais, ouais ok je peux faire quelque chose. Ça c'est une technique en fait qui pousse le client de manière indirecte à commander parce qu'en fait on lui dit mais c'est une faveur, c'est quelque chose d'exceptionnel que je fais pour vous, c'est maintenant ou jamais. Ça c'est une technique qui marche. Mais la technique qui ne marche pas, c'est dire bah là maintenant mais c'est pas moi qui décide. Parce que tout simplement ça montre que vous n'êtes pas le bon interlocuteur, que bah, vous n'êtes pas capable en fait d'offrir une remise, vous n'avez pas le pouvoir de la négociation. Et donc tout simplement le mec il va se dire bah non mais vous c'est pas moi le décideur, c'est pas vous le décideur. Moi je vais parler au boss, c'est avec lui que je vais discuter, c'est avec lui que je vais négocier. Donc vraiment montrer que c'est vous le bon interlocuteur.
Éventuellement, dites voilà, ok, bon, faut que je réfléchisse là-dessus. Si vous me demandez une remise, c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Faut que je vois ça, etc., etc. Vous dites faut que je vois ça. C'est pas la même chose que c'est pas moi qui décide ou faut que je demande à mon boss, mais faut que je vois ça. Et parfois, en fait, vous pouvez faire intervenir votre DG en joker, hein. C'est un joker qui arrive, disant voilà, ok, bon, je sais qu'on est un peu coincé sur la négociation. Je vous propose un rendez-vous entre mon DG et votre DG et on va discuter pour voir ce qu'on peut faire parce que là, ça se joue à un niveau important, etc., etc. Ça, c'est encore une fois un petit peu différent. Voilà. Donc, le plan d'action, c'est tout simplement de faire intervenir votre directeur commercial que pour débloquer des situations. Préparez toujours des plans B au cas où, hein, si nécessaire. Parfois, vous n'avez pas la main sur des remises, mais par contre, vous pouvez offrir un produit supplémentaire, un bonus ou un truc comme ça. Voilà. Alors parfois aussi, c'est l'erreur 19, c'est ce que je disais tout à l'heure, dire des bêtises plutôt que la fermer. Ça, c'est vraiment un truc qui peut tuer et ruiner une crédibilité. Donc, quand vous avez une idée de question, généralement notez-la. Notez-la, et comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Et après, posez-la. Voilà, mais plus tard, pas tout de suite. Alors à ce moment-là, vous dites la technique, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ce que vous disiez là-dessus? J'ai pas eu le temps de prendre des notes ou des choses comme ça. Ou demander une précision ou un exemple. Ça en fait, ça vous permet en fait de ne pas avoir l'air trop ridicule, hein, voilà. Alors, donc le plan d'action il est simple, hein. Lors de votre prochaine présentation, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler et laissez le prospect parler. Ça c'est essentiel.